Jean-François Aquili. 9h20 sur Sud Radio. C'est quoi le problème, Félix Mathieu? Ça ne parle pas de politique, quoique. Mais non, oui, un peu Allez, quand même. Des appareils qui tombent en panne trop vite afin qu'on les remplace. L'obsolescence programmée, ça ne parle pas de moi non plus, j'espère. Non, je me permettrai pas. Est un délit en France, Félix, depuis une dizaine d'années, plus de 10 ans. Mais dans les faits, rien ne se passe. Oui, c'est par exemple un smartphone qui rame de plus en plus, puis qui finit par ne plus fonctionner du tout au bout de quelques années. Une machine à laver, un four à micro-ondes qui tombe en panne et qu'on va remplacer en se disant, après tout, c'est plus simple que de le faire réparer. C'est tout ça, l'obsolescence programmée. En clair, je sabote un peu l'appareil que je vais vous vendre pour m'assurer que vous le rachèterez un jour. Oui, j'ai pas intérêt à ce qu'il soit trop solide ni durable, cet appareil, si je veux continuer à vous le vendre. Problème donc à la fois de pouvoir d'achat et d'environnement. Sur ce coup-là, les deux se rejoignent. Depuis 2015, effectivement, la loi française punit, je cite, toute technique visant à réduire délibérément la durée de vie d'un produit dans le but d'en augmenter le taux de remplacement, délit d'obsolescence programmée passible en théorie de 2 ans de prison ferme et d'une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plus même en théorie en fonction évidemment des bénéfices tirés de cette pratique. Ça, Félix, c'est la théorie. Oui, parce que dans les faits, la loi reste lettre morte, comme le dénonce une tribune récemment co-signée dans Le Monde par des députés et associations. Des plaintes contre Epson, Apple ou HP restées sans conséquence depuis des années, des enquêtes préliminaires aussi de la répression des fraudes sans lendemain, comme si finalement la loi posait un principe mais sans l'appliquer réellement. En ce moment par exemple, l'arrêt par Microsoft des mises à jour gratuites de Windows 10 relance le débat. Ceux qui utilisent encore ce système d'exploitation créé il y a 11 ans vont se retrouver à devoir changer d'ordinateur s'ils ne peuvent pas passer à une autre version ou bien s'ils ne veulent pas prendre des mises à jour payantes. Bref, à croire que dans une économie basée sur la croissance, c'est difficile de lutter vraiment contre l'obsolescence programmée. Après tout, la croissance, ça consiste quand même, faut-il le rappeler, à produire et consommer plus chaque année que l'année précédente. Merci Félix. Et bonjour à vous, Mathilde Boitias. Bonjour. Vous êtes directrice de la Fabrique écologique. Comment expliquer que rien ne change sur cette obsolescence programmée alors qu'il est quand même communément admis aujourd'hui que les gens aimeraient bien faire réparer leurs appareils et tout le reste ? Ça, c'est un problème général qu'on constate entre les lois et leur application. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de faire des lois, il faut vraiment penser et réfléchir les modalités de leur mise en application. Alors oui, les sanctions, mais aussi en prévention, concevoir des mesures qui permettent aux industriels, etc., de concrètement s'orienter vers des changements de pratiques. Oui, Félix Mathieu. Si on prend par exemple les mises à jour des smartphones, des ordinateurs, ça rentre pas, c'est pas visé par la loi existante. Ils peuvent arrêter du jour au lendemain des mises à jour. C'est pas illégal pour le moment en tout cas. Oui, et le problème, c'est qu'en fait, l'appareil n'est pas hors d'usage, c'est-à-dire c'est pas un vice de forme dans le téléphone qui fait qu'au bout de 5 ans, il va lâcher. Moi, par exemple, j'ai un téléphone, un iPhone qui a quelques années et il est tout à fait en état de marche, mais je vais être obligée d'en changer parce que je n'ai plus accès à WhatsApp. Parce qu'il y a eu une alliance entre Apple et WhatsApp pour que la mise à jour ne soit plus possible et qu'il puisse plus fonctionner avec l'ancienne version. Donc là, c'est un exemple où c'est une sorte de contournement de la loi, c'est-à-dire que l'appareil, il n'y a pas d'obsolescence sur l'appareil physique, mais de fait, on ne peut plus l'utiliser dans le mode de vie actuel avec l'utilisation des applications courantes. Félix. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on n'a pas réellement envie de lutter contre ça en se disant c'est pas bon pour la croissance et pour l'emploi, on est aussi habitué à raisonner comme ça? Certes, on est dans un système productiviste où les entreprises ont intérêt à vendre à continuer à vendre au maximum. Les consommateurs sont aussi habitués à un certain turnover, à une manière d'acheter régulièrement, comme la fast fashion, etc. Mais en même temps, je pense qu'accuser les consommateurs, c'est un peu facile parce que ça concerne la politique publique. Il y a eu des études de l'ADEME qui ont montré que, par exemple, un téléphone reconditionné a 77 à 91% d'impact environnemental en moins qu'un téléphone neuf. Donc là, on est au pied du mur, on a des obligations environnementales de lutte contre le changement climatique, préservation de la biodiversité, des ressources naturelles, etc. Donc, il faut prendre des mesures
Nous, par exemple, déjà en 2022, à la période des élections présidentielles, bien, on avait proposé une mesure d'imposer au secteur industriel certains quotas de vente d'appareils reconditionnés. Que ce soit eux qui les prennent en charge en quelque sorte. En fait, il faut aussi qu'il y ait des mesures incitatives peut-être de l'État, comme on fait des aides à l'innovation. Là, quelque part, c'est une innovation sociale, organisationnelle. La question d'organiser la durabilité des appareils, la réparabilité et le non-remplacement aussi fréquent. Mathilde Boithias, j'ai le souvenir, moi, d'avoir grandi avec le même réfrigérateur, qui était quasiment aussi âgé que moi à l'époque. Est-ce que vous pensez que, vous savez, l'économie de la petite réparation, elle arrive à s'installer aujourd'hui dans le paysage? Parce que c'est quelque chose qui se développe, mais c'est pas toujours facile à trouver en réalité. Oui, mais j'ai constaté la même chose que vous en tant qu'utilisatrice, c'est que parfois on s'aperçoit que le remplacement est soit moins cher, soit pas beaucoup moins cher. Alors les gens se disent, pourquoi ne pas racheter finalement si ça me coûte très peu cher, et on a une sorte de pression. Moi, j'ai déménagé il y a quelques années et on m'a fortement incité à changer tout le tableau électrique, à ceci. Non, en fait, j'ai juste rajouté ce qu'il me fallait et puis je le changerai dans quelques années. Alors après, les gens essayent de réparer quand même aussi pour des raisons économiques, mais c'est pas organisé comme ça, même s'il y a de plus en plus d'ateliers de réparabilité. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous, on vient de publier une étude très, très intéressante sur la démarche low-tech et son impact sur les secteurs du travail, de l'économie, de l'emploi, parce que c'est quelque chose qui est dans le discours des gens qui travaillent sur la transition écologique, mais qui n'a pas vraiment été approprié par les autres acteurs. Il n'y a pas de traduction réelle de cette dynamique qui serait vertueuse, en réalité. Merci à vous, Mathilde. Et ce serait vertueux pour l'économie et pour l'écologie, mais aussi pour le portefeuille du consommateur. Donc on a tout à y gagner. Pour tout le monde. Vous avez entièrement raison de le préciser pour conclure. Merci à vous, Mathilde Boithias, pour votre éclairage, directrice de la Fabrique écologique. Et merci, mon cher Félix Mathieu. Nous allons rester sur l'obsolescence programmée dans un instant avec nos invités sur la durée de vie qui apparemment semble très courte pour l'instant de ce nouveau gouvernement nommé par Sébastien Lecornu, 9h27. Allez, nous nous retrouvons dans un instant pour la suite de La Vérité en Face.